consacrés à un certain nombre de thèmes, mais font référence à Jean-Charles Pichon, qui est mon père, et que je réédite, puisque je suis éditeur, mais je ne suis pas habilité à parler en son nom. Il a 84 ans, il vit à Limoges, et actuellement il a beaucoup de difficultés pour se déplacer, donc il ne peut pas être présent, ce qui est bien dommage, mais en fait il ne peut pas être là. Donc en quelques mots, je vais être bref, je vais essayer simplement de le situer dans les cadres de ces journées. Il me serait beaucoup plus difficile de rentrer dans son œuvre qui est effectivement gigantesque. Alors, en quelques mots, puisque on ouvre sur Nostradamus, donc c'est sur Nostradamus que je vais, c'est pas Nostradamus que je vais aborder le travail de Jean-Charles. Nostradamus en clair, que nous avons réédité, sur les 2 volumes, puisqu'il y a eu une première étude qui a été réalisée en 59, la deuxième date de 70. Nostradamus en clair est une tentative, en fait, de décryptage des centuries de Nostradamus. Ce qui est intéressant et ce qui est important de préciser, c'est que cet ouvrage est édité 5 ans après L'Homme et les dieux, chez Lafon, en 65, qui a été réédité par Maisonneuve en 86. Cet ouvrage est un formidable travail sur l'histoire des civilisations et notamment la concordance qui pourrait se passer entre les civilisations, les concordances de date dans le cadre d'une approche cyclique de l'univers. Et ce n'est pas la première, je dirais, tentative dans ce sens, mais c'est un travail qui a été fait qui est absolument considérable. Et c'est à partir de ce travail-là que Jean-Charles va essayer de comprendre comment cette connaissance cyclique du temps peut prétexter la prophétie, comment cette approche-là peut justifier, en tout cas, et expliquer les prophètes, les grands prophètes, Joachim de Flore, Paracelse, Nostradamus, dont on parle aujourd'hui. Bon, c'est évident que ces personnages qui ont brusquement défini un certain nombre de visions de l'univers, c'est pas vraisemblablement apparu comme ça. Il y a une règle, il y a des règles, il y a sans doute des règles, il y a un cadre de travail qui existe déjà dans les textes sacrés qu'on retrouve il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans. Et il va se servir de cette approche thématique des religions, des civilisations, pour essayer de comprendre comment Nostradamus a écrit ses centuries. Donc il va décrypter, décoder, on peut dire décoder. Il va aussi dater dans son propre calendrier, en fait, dans le calendrier qu'il essaye de mettre sur pied, il va décoder les centuries de Nostradamus et il va les mettre en place selon la grande année de 2150 ans, et en fait définir ce qui va devenir du XVe siècle au 38e, ce qui va définir le grand cycle de l'ère du Verseau à venir. Voilà. À partir de ça, il va continuer d'ailleurs à travailler. Il va travailler sur l'histoire des civilisations, des mythes, l'histoire des prophéties. Il va essayer de faire de la prophétie en appliquant ces mêmes règles dans 2 ouvrages qui sont Le Dieu du futur et Celui qui naît, qui ont été édités chez Planète. Il va travailler sur les histoires des sectes, puisque effectivement à l'intérieur de ces grands cycles, on va trouver des tentations, des tentatives, une perpétuelle mouvance. Donc il va écrire un livre qui est tout à fait passionnant, qui est un gros volume, qui sont même 2 volumes, l'histoire universelle des sectes et des sociétés secrètes. L'histoire des mythes un petit peu plus tard, en 71. Il va essayer de faire une analyse de l'histoire de Néron sur le même thème. Néron qui préfigure le début du christianisme, de l'ère du poisson. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va peut-être contester les dates de l'ère du poisson. On verra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, La vie des dieux chez Payot, dont Les dieux étrangers, qui sont un texte absolument magnifique.
Et il va même tenter de faire un petit ouvrage, bon, qui est peut-être un petit peu plus léger, qui sont les 30 années à venir, qui va sortir en 73 chez J'ai lu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en appliquant en fait ces règles, enfin ce cadrage un petit peu du temps, il y a 40 ans, Jean-Charles va prédire la fin de l'URSS, le développement des États-Unis sur cette fin de siècle, la remontée de l'islam, le développement des États-Unis, et il va simplement en appliquant ce travail qu'il avait fourni et cette règle d'histoire du temps. Je voudrais juste terminer rapidement, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est que Jean-Charles Pichon n'est pas seulement un mythologue, et ça je crois que c'est important de le dire pour aussi comprendre ce travail qu'il a fait sur Nostradamus, qui était un poète. Jean-Charles Pichon est un poète, il est toujours d'ailleurs, c'est un formidable poète, c'est un romancier, un journaliste, un homme de théâtre, il a été scénariste et dialoguiste de films, il a travaillé avec Mocky, Franju et Houry. Une partie de son œuvre est également autobiographique, et nous essayons actuellement de rééditer la plupart de ses œuvres, de rééditer ce qui a été édité, puis d'éditer surtout le formidable travail qu'il continue à faire aujourd'hui. Bon, il s'oriente dans d'autres directions, il travaille aujourd'hui sur... pour employer son langage, les figures, les nombres et les vocables, qu'il essaye de restructurer là aussi dans des symboles, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette histoire du temps est aussi une histoire symbolique, et que ce sont ces syncrétismes et ces symboles qui vont ponctuer, qui vont architecturer un petit peu cette histoire des civilisations et notre propre histoire. Merci, Monsieur Pichon. On va vous poser des questions éventuellement. Si je peux répondre, je répondrai volontiers. Des gens peuvent intervenir pour donner leur réflexion. Bien sûr. Le public n'est pas censé. S'il peut faire poser des questions au rapporteur. Ah non, c'est la commission qui pose des questions. Ah. Excusez-moi. Ah. Bon. La commission. Monsieur Mercier. Attendez, vous n'avez pas de deuxième micro. Je vais mettre le micro, l'autre micro. C'est à vous. Et bon, vous savez sans doute que c'est dans la lettre Henri II, ça figure en toutes lettres, à propos de la prostituée, la Nouvelle-Babylone, et ne durera tant que 73 ans, 7 mois. Ajouté à 1917, ça fait bien 1990-91. Tout à fait, oui. Oui, mais je suis d'accord, oui, c'est bien sûr. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Personnellement, je reconnais le mérite à Jean-Charles Pichon d'avoir abordé sa recherche sur Nostradamus en cherchant une structure à l'intérieur même donc de l'œuvre de Nostradamus, à savoir ses centuries. Bon. Je tiens à le dire parce que c'est pour qu'on voit bien la différence entre cela et faire une interprétation d'un quatrain parmi d'autres pour voir si ça colle avec les tours de New York qui se sont écroulées, par exemple, dernièrement. Cette recherche est remarquable. Il a trouvé des thèmes à regrouper parmi les centuries. Vous avez parlé aussi de cette structure de grille temporelle qu'il a essayé de retrouver, et d'après vous qu'il a trouvé, dans les centuries. Question, personnellement, entre parenthèses, personnellement, je pense que cette grille n'est pas la valable pour Nostradamus, mais c'est autre chose. Question plus générale, est-ce que vous estimez, ou est-ce que votre père a estimé qu'il y avait une grille commune à tous les prophètes, c'est-à-dire, est-ce que le travail des prophètes est toujours sous-tendu par une structure temporelle qui aiderait soit à coder leur prophétie, soit, pourquoi pas, à aider le don prophétique? Selon Jean-Charles, et là bon, je parle en son nom, oui, il y a une règle, je veux dire qu'il y a une structure commune, vraisemblablement à toutes les prophéties. Mais je crois pour une raison, pour une raison, peut-on parler de raison, enfin en tout cas pour une approche qui est certainement semblable chez tous les prophètes, c'est qu'ils sont toujours
souvent en tout cas au début ou à des moments clés de l'histoire des civilisations et des religions. C'est-à-dire qu'ils collent parfaitement à la structure dans laquelle ils sont. On trouve très peu de prophètes dans les périodes rationalistes. Vous pourrez parler de laïcité intégriste, comme nous vivons peut-être aujourd'hui. Il n'y a plus de prophètes, évidemment, puisqu'on est dans une notion de progrès un peu molle, dans lequel il se passe rien, sinon on nous explique qu'on va nulle part. Et il faut effectivement un grand renouveau des religions, des rythmes de civilisation pour que la prophétie puisse refonctionner. Donc elle colle parfaitement avec le rythme du temps. Donc c'est certainement la raison pour laquelle les grands prophètes, les grandes prophéties qu'on retrouve dans quasiment, comme je disais tout à l'heure, les textes sacrés, sont des approches prophétiques qui collent vraisemblablement, je dis vraisemblablement, bien évidemment, à une structure thématique, symbolique, je dirais, ou mythique de l'univers. On va passer à M. Prévost. Je me représente Éric Platel-Darmok, pour ceux qui avaient mal entendu. Je voulais rebondir un petit peu et dire une chose qui est nouvelle, c'est que je serai politiquement incorrect, car je vais dire la vérité. Tous les prophètes, quels qu'ils soient, ont été incompris au moment où ils ont dit leur prophétie. Et tant que cette prophétie n'est pas réalisée, on n'a que très peu d'accès sur le sens même de cette prophétie. Et pour cela, je vais vous donner un exemple concret. Il y avait un homme, il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus. Ce Jésus vivait à Jérusalem. Et à un moment, à la fin de son histoire terrestre, il se désigne avec son index et il dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. » Qui a compris la prophétie? Parmi ses plus proches, qui a compris? Personne. Ce n'est que quelques jours après sa mort que les gens ont fait le rapprochement avec le geste qu'il indiquait et le temple dont il parlait. Pour Nostradamus, c'est le même type de difficulté. Actuellement, la plupart des gens qui se sont intéressés à Nostradamus sont intéressés au texte. Et encore, à mon sens, pas d'une manière très profonde. Pour comprendre Nostradamus, il faut s'intéresser au texte et au système de datation qu'il a utilisé et qui sont cachés dans son œuvre. Et même si l'on connaissait un système de datation qui donne l'année, le mois, le jour, on serait tout aussi incapable de dire ce qu'il y a de marqué, la signification qu'il y a derrière les mots, si cette prophétie n'est pas en cours de réalisation. Donc vous voyez toute la difficulté d'interpréter Nostradamus. Notre travail en tant qu'interprète, effectivement, est, on va dire, plus facile maintenant parce qu'on va interpréter des sujets qui se sont passés depuis un certain nombre d'années. Encore faut-il dire que, actuellement, on va donner une interprétation claire d'un quatrain qui a dormi pendant 4 siècles, dont personne ne s'est occupé avant dans son sens réel. Bien. Le temps qui nous est imparti étant assez court, je pense qu'il faut remercier M. Platel-Darmok parce qu'il a fait finalement son rapport, c'est-à-dire sa thèse, la question, enfin disons l'opinion posée, à savoir qu'il faut aussi s'intéresser, il faut à la fois s'intéresser au texte. Vous me reprenez si je me trompe. Hein. Je vous reprends parce que là j'ai simplement
donner un aperçu nouveau sur une question posée. J'ai pas fait mon rapport là. Ah oui, mais... Alors, depuis bientôt 500 ans qu'on lit Nostradamus, vous savez qu'on lui a fait dire un peu tout et n'importe quoi. Ça n'est rien d'extraordinaire puisque lui-même a déclaré dans sa préface qu'il écrivait son texte avec des phrases obscures et perplexes. Et ceci pour un objectif très simple, pour ne pas risquer de donner des perles aux cochons. Ce sont ces mots mêmes. Alors évidemment, les cochons n'ont peut-être pas aimé beaucoup ça, et ils s'en sont donnés à cœur joie. D'où les interprétations les plus fantaisistes et quelquefois les plus farfelues. Alors, ce que, pour ma part, je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos élèves des classes primaires ont un adage que j'aime pour ma part, quand on ne sait pas, on ne souffle pas. Donc, l'essentiel, c'est de savoir, d'essayer de savoir un peu ce qu'il y a dans les textes de Nostradamus, et je voudrais qu'on essaye de procéder un peu comme les archéologues qui se trouvent devant les vestiges d'une civilisation plus ou moins disparue, et qui essayent de comprendre des textes à première vue incompréhensibles. C'est pourquoi je voudrais placer ces quelques réflexions sous 3 signes: des savoirs, des présomptions, des hypothèses. Il y a des 3 dans Nostradamus. Quels sont les savoirs? C'est-à-dire quels sont les signes qu'on trouve chez Nostradamus? Et bien entendu, ce sont d'abord des mots. Et ces mots, ce sont les mots qu'on utilisait au XVIe siècle, pas à notre époque. Donc lire Nostradamus avec le petit Larousse ne me paraît pas une des formules les plus heureuses. Prends 2 exemples très rapidement. Nostradamus, à certains moments, plusieurs fois même, parle de triplicité. À un moment donné, il parle de la triplicité aquatique. Un commentateur a cru repérer là l'Irak, avec le fleuve, le Tigre, l'Euphrate et le golfe golfe Persique. Pardon, je m'affolie. Eh bien, inutile de vous dire qu'il n'est pas question de ça. La triplicité aquatique, c'est un terme que tous les astrologues connaissent bien. Il était utilisé au XVIe siècle, il est encore aujourd'hui. Il désigne les 3 signes d'eau, du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Autre exemple, dans un quatrain, il parle des labouriers. Et les commentateurs s'en sont donnés à cœur joie en évoquant la culture, les cultivateurs et les labours. Pas de chance. Au XVIe siècle, les labouriers désignent une cérémonie religieuse, ce qu'on appelle aujourd'hui la cérémonie de bout de l'an, qui était célébrée à la fin de l'année en mémoire d'un des disparus de cette année. Donc, si on veut s'appuyer sur un savoir des mots, il faut que ce savoir soit celui des mots du XVIe siècle. Même chose lorsqu'il s'agit de lieux. Nostradamus parle de Villeneuve, et on a cru y voir New York. Pas de chance. Villeneuve, c'est la traduction du latin Néapolis, et au XVIe siècle, Néapolis, c'est le nom latin de Naples. Et le quatrain où il en est question parle de ce qui s'est passé à Naples. Nostradamus parle à plusieurs reprises de Mésopotamie. Mésopotamie, en grec, ça veut dire région qui est placée entre 2 fleuves. Et quand Nostradamus en parle, et nous en avons des textes de lui-même où il s'explique, il ne s'agit pas non plus du Moyen-Orient, il s'agit de la région qui est comprise entre le Rhône et la Durance et qui est tout près de Salons, où il vivait lui-même. Les signes, donc les mots, la langue, le latin grec, mais aussi les livres, car Nostradamus lisait beaucoup. Il a même dit qu'il avait brûlé un certain nombre de livres, on ne sait dire pas très bien lesquels, avant de publier ses œuvres. Eh bien, on trouve dans Nostradamus de véritables citations de livres. Le fameux quatrain de Varennes, où on a cru voir l'histoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, où il est question de Varennes, de Vautorte, de la Pierre Blanche, d'Ernée, 4 villes qui sont situées, 4 villes, disons 4 localités, qui sont situées à quelques kilomètres les unes des autres dans la Mayenne. Il faut le savoir, parce que Nostradamus se servait des livres qu'on publiait à son époque, et en 1552, Charles Étienne a publié un livre qui s'appelait La Guide des chemins de France, dans laquelle il décrit le pays, qui est la France à cette époque-là, d'une manière géographique et historique,
Et ces 4 localités dont je viens de vous parler font l'objet très précisément de l'itinéraire numéro 137 que vous trouvez dans ce livre. On pourrait multiplier les exemples. Dans le domaine de l'astrologie, puisque nous sommes sous le signe de l'astrologie, Nostradamus utilise les travaux d'un de ses contemporains, Richard Roussat, le chanoine d'Auxerre, qui a publié en 1550 un livre qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle « De l'état et mutation des temps ». Il y a des quatrains de Nostradamus qui sont la paraphrase, texte pour texte, des termes de Richard Roussat. Un dernier exemple encore, peut-être, si vous voulez, dans ce domaine, c'est celui du Mirabilis Liber, ce livre qui est un recueil des prophéties du passé, paru en 1522, et auquel Nostradamus emprunte de nombreux exemples prophétiques. Bon, tout cela nous montre que si on ne connaît pas bien le XVIe siècle, on peut difficilement parler d'un écrivain qui, lui, est un homme du XVIe siècle. Il n'y a pas que les mots, la langue, les livres, il y a aussi l'actualité. Nostradamus était très au courant de cette actualité, et de nombreux quatrains, si on les lit bien, se réfèrent à des événements de Nostradamus, contemporains de Nostradamus. Je ne vais pas vous en citer des quantités, je vous en donne un à titre d'exemple. C'est le quatrain, attendez que je le reprenne bien, voilà. Dans la 2e centurie, à Tours, Jean garde seront lieu percutant, pénétrant, pardon, je lisais mal. La Tour Jean, beaucoup de commentateurs se sont dit de quoi s'agit-il. Alors, dans ces cas-là, ils font ce que font beaucoup de commentateurs, ils changent le texte. Ils disent, il n'a pas écrit Jean, il n'a pas écrit Jean, il a écrit Guyen, Guyenne. Oubliant que la tour Jean était bien connue des contemporains de Nostradamus, c'est une des tours qui était à l'entrée du port de Marseille. Une des 2 tours, il y avait la tour de Bouc et la tour Jean. Et le quatrain que je viens de vous commencer à vous lire relate l'arrivée de la future Catherine de Médicis pour son mariage avec Henri II. Cette femme, que Nostradamus appelle la grande sirène, si vous lisez les commentaires de l'époque, vous apercevez que ce mot, la grande sirène, c'est le terme que l'on donnait d'une manière pas toujours très aimable pour désigner Catherine de Médicis. Bon, voilà quelques exemples. Je ne peux pas m'attarder, j'ajouterai simplement que sur le plan de la méthode, il ne faut pas simplement se contenter de ces exemples, il faut aussi les recouper entre eux. Lorsqu'un juge d'instruction recueille un certain nombre d'indices, il sait très bien qu'un indice, c'est rien. Testis unus, testis nullus. Mais lorsqu'il y a plusieurs indices qui se recoupent, eh bien, à ce moment-là, on quitte peut-être le domaine du savoir, mais on entre très directement dans celui des présomptions. Et vous avez de très nombreux quatrains de Nostradamus où l'on voit se dessiner un sens si on tient compte du fait que chaque vers du quatrain est un indice qui se recoupe avec les autres. Et l'astrologie est à cet égard un domaine magnifique pour Nostradamus, puisqu'il nous donne des positions de planètes, et que les positions de planètes nous donnent des dates. Oh, des dates qui sont quelquefois très vagues. Si je vous dis le Soleil était dans le Scorpion, ça se produit 1 fois par an. Si je vous parle de Jupiter, c'est déjà un tout petit peu plus précis, parce que ça ne se produit que tous les 2 ans et demi. Et puis si je vous parle de Saturne, alors là, ça devient beaucoup plus précis, parce que Saturne ne parcourt le zodiaque qu'en un peu plus de 29 ans. Et si je ne me contente pas d'une planète, mais si je vous donne les positions de 2, de 3, de 4 planètes, les positions simultanées, on s'aperçoit à ce moment-là que la présomption est très voisine d'un savoir. Alors, bien sûr, de là, il faut glisser à un 3e domaine qui est beaucoup moins sécurisant, qui est celui des hypothèses. Dans le cas que je viens de vous indiquer, les présomptions sont telles qu'on est presque voisin des certitudes. Dans d'autres cas,
lorsqu'il n'y a justement que peu d'indications astrologiques, qu'on vous dit c'est l'année des grandes pluies, ou qu'on vous dit c'est l'année de la canicule, il n'y a pas eu qu'une année où il y a eu des grandes pluies et de la canicule. Et à ce moment-là, on est amené évidemment à entrer un petit peu dans le domaine des hypothèses. Seulement, lorsque c'est une hypothèse, je pense qu'il faut dire que c'est une hypothèse et qu'elle a une certaine probabilité de véracité, elle ne l'est pas à 100%. Et c'est ce qui nous amène à passer des savoirs, des présomptions et des hypothèses à celui des mystères. Il y a des mystères de Nostradamus. Bon, je me suis beaucoup intéressé à Nostradamus, bien sûr, mais je n'ai pas tout résolu, loin de là. Il y a des tas de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et à peine des hypothèses. On a toutefois quelques faits sur lesquels il faut s'appuyer. Et il y a deux questions qu'on pose à propos de Nostradamus et qui n'ont pas jusqu'à présent reçu de réponse certaine, ni même peut-être probable. Pourquoi Nostradamus, qui depuis 1550 écrivait chaque année des almanachs qui se vendaient très bien, a-t-il éprouvé le besoin d'écrire des centuries? Quel était son propos? Quelle était son intention? Pourquoi écrire des centuries alors que tous les ans, il publiait avec beaucoup de succès des almanachs? Alors, sur quel fait peut-on s'appuyer? Ben, il y a un fait qu'il faut retenir, que Jean Dupeb, qui a édité les correspondances de Nostradamus, nous signale, c'est que en 1561, Nostradamus a dû quitter Salon de Provence. Il a dû quitter Salon de Provence parce qu'il était suspect de protestantisme. Et on sait, on en a les documents, qu'il s'est réfugié à Avignon. Et même qu'il a été arrêté à Avignon sur l'ordre de Charlemagne, de Charles IX, qu'est-ce que je dis Charlemagne, sur l'ordre de Charles IX, par le lieutenant de police, le lieutenant général de Provence, qui a écrit, après l'avoir arrêté à Charles IX, une lettre assez amusante pour nous, où il dit « J'ai arrêté Nostradamus comme vous me l'avez dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Était-ce pour le protéger ou était-ce pour le sanctionner? Nous n'avons pas de réponse, si ce n'est que 2 mois après, Nostradamus était libéré. Seulement, ce qu'il faut retenir de cette petite anecdote, c'est que Nostradamus était, dans son milieu, suspect de protestantisme. Or, si vous lisez les centuries de Nostradamus, vous verrez qu'elle présente tous les caractères d'un catholicisme intégriste. Alors peut-être y a-t-il là une hypothèse selon laquelle Nostradamus aurait écrit des centuries, entre autres, pour se donner une hypothèse, et qu'elle a une certaine probabilité de véracité, elle ne l'est pas à 100%. Et c'est ce qui nous amène à passer des savoirs, des présomptions et des hypothèses à celui des mystères. Il y a des mystères de Nostradamus. Bon, je me suis beaucoup intéressé à Nostradamus, bien sûr, mais je n'ai pas tout résolu, loin de là. Il y a des tas de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et à peine des hypothèses. On a toutefois quelques faits sur lesquels il faut s'appuyer. Et il y a deux questions qu'on pose à propos de Nostradamus et qui n'ont pas jusqu'à présent reçu de réponse certaine, ni même peut-être probable. Pourquoi Nostradamus, qui depuis 1550 écrivait chaque année des almanachs qui se vendaient très bien, a-t-il éprouvé le besoin d'écrire des centuries? Quel était son propos? Quelle était son intention? Pourquoi écrire des centuries alors que tous les ans, il publiait avec beaucoup de succès des almanachs? Alors, sur quel fait peut-on s'appuyer? Ben, il y a un fait qu'il faut retenir, que Jean Dupeb, qui a édité les correspondances de Nostradamus, nous signale, c'est que en 1561, Nostradamus a dû quitter Salon de Provence. Il a dû quitter Salon de Provence parce qu'il était suspect de protestantisme.
Et on sait, on en a les documents, qu'il s'est réfugié à Avignon. Et même qu'il a été arrêté à Avignon sur l'ordre de Charlemagne, de Charles IX, qu'est-ce que je dis Charlemagne, sur l'ordre de Charles IX, par le lieutenant de police, le lieutenant général de Provence, qui a écrit, après l'avoir arrêté à Charles IX, une lettre assez amusante pour nous, où il dit « J'ai arrêté Nostradamus comme vous me l'avez dit, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Était-ce pour le protéger ou était-ce pour le sanctionner? Nous n'avons pas de réponse, si ce n'est que 2 mois après, Nostradamus était libéré. Ce qu'il faut retenir de cette petite anecdote, c'est que Nostradamus était, dans son milieu, suspect de protestantisme. Or, si vous lisez les centuries de Nostradamus, vous verrez qu'elle présente tous les caractères d'un catholicisme intégriste. Alors peut-être y a-t-il là une hypothèse selon laquelle Nostradamus aurait écrit des centuries, entre autres, pour se donner une image de marque différente de celle que lui reconnaissait un certain nombre de ses contemporains. Est-ce une des questions que nous pouvons poser? Bien entendu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si on veut aborder Nostradamus, 1, il faut le faire avec une méthode sérieuse, 2, en n'oubliant pas que c'est un homme du XVIe siècle, en n'oubliant pas aussi que nous ne savons pas tout. Voilà. Merci. Comme question, Nostradamus, quelle raison a-t-il voulu éditer des centuries après avoir eu la gloire finalement avec ses almanachs? Peut-être pour se distinguer donc de ses contemporains Est-ce la réponse? C'est une hypothèse. Bon. Maintenant, il peut y en avoir d'autres. Voilà. Je vous signale qu'il y a un autre phénomène qui est curieux, c'est que jusqu'en 1561, Nostradamus a travaillé tout seul. Voilà. Et en 1561, il engage un secrétaire. Alors, que vous connaissez bien, M. Chevignard, et qui va travailler avec lui de 1561 jusqu'à sa mort, et peut-être là en 1566. Eh bien, nous allons justement faire venir M. Chevignard. J'y vais, là. Oui, d'accord. Bon, merci pour votre introduction. Et effectivement, mon approche de Nostradamus, elle n'est pas directe, puisque l'angle particulier qui m'a amené à m'intéresser à lui est d'ordre généalogique. C'est-à-dire que j'ai accès à lui à travers son disciple, bourguignon, comme moi, et d'une certaine façon, c'est périphérique, et en même temps, je me suis rendu compte que c'était tout à fait central, puisque ce disciple a été le premier grand commentateur de Nostradamus, un parmi d'autres, mais peut-être le plus grand au XVIe, et qu'il a imprimé aux autres commentateurs un certain nombre d'habitudes de lecture qui sont loin d'être toutes bonnes. Donc j'ai en 96 publié un premier article dans Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, un autre plus long sur ce disciple, qui est une esquisse bio-bibliographique dans les mémoires de l'Académie de Dijon en 96. En 99, j'ai publié donc ce gros livre au seuil, Présage de Nostradamus, qui est la première partie du manuscrit de Lyon que M. Chaumarat a fait entrer à la bibliothèque de Lyon et qui constitue la première moitié des archives de ce secrétaire Jean-Aimé de Chavigny, qui signait à cette époque-là Jean-Aimé de Chavigny. La seconde moitié des archives, on ne sait pas où elle est. Elle sortira peut-être aussi d'un grenier un jour. Elle serait fort intéressante parce qu'elle donne elle donne une lecture, donc une relecture des centuries, revue et corrigée, d'après la page de titre, qui a été décrite au XVIIIe siècle, et une vie de Nostradamus. Ça serait donc fort intéressant que ça nous vienne un jour. Donc, je croyais en rester un peu là, et puis je me suis aperçu que, à force d'avoir été peut-être un peu trop gentil avec M. Dupeb et ceux qui l'ont suivi, ils ignoraient totalement mes arguments. Donc, je viens de publier un autre article, un peu plus offensif, qui démonte pièce à pièce leur argumentation, et qui redonne la mienne bien plus documentée encore qu'auparavant, et qui paraîtra donc d'ici quelques mois dans Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance à Genève. Donc je ne vais pas résumer ça,
puisque ça va bientôt paraître. Mais on connaît le scénario de Jean Dupep, donc en 83, qu'il répète inlassablement sans apporter rien de nouveau depuis, repris par Pierre Brindamour en 96 et plus récemment par Jean-Paul Barbier en 2001 et quelques autres. C'est un scénario qui est très riche en couleurs, dans lequel il y aurait un imposteur qui volerait la bibliothèque du secrétaire pour l'utiliser à ses fins, etc. C'est très roman de cap et d'épée, enfin plus de cap que d'épée, de masque, etc. Mais en fait, quand on regarde l'argumentation qui est donnée, ce sont des détails tout à fait non significatifs qui sont montés en épingle et un mépris absolu pour les faits. Et ce n'est pas ma méthode. Je sais qu'il faut se méfier de beaucoup de choses, l'obsession du faux, de l'imposture, de la manipulation des textes. Tout cela, ça part d'une très sage interrogation, et en particulier, je crois, pour Nostradamus, il faut le faire, il faut s'interroger sur les sources, sur les textes, on l'a dit tout à l'heure, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on va trop loin dans ce domaine, ça finit par être contre-productif, parce qu'on ne sait plus où est le faux, où est le vrai, où le vrai est également faux, et on n'a plus rien de solide. Donc mon approche à moi, elle est plus simple, elle est généalogique au départ, littéraire, j'enseigne la littérature, donc j'ai certaines clés d'analyse, mais disons que c'est une approche inductive. Je cherche des indices comme professeur de littérature, comme historien, et à partir de ces indices, eh bien, j'essaie de suivre le faisceau pour assurer les bases, en scrutant les archives, ce que mes prédécesseurs n'ont jamais fait. Je ne sais pas s'ils sont jamais venus en Bourgogne voir les textes, mais je n'ai pas l'impression, d'après ce qu'ils écrivent. Et donc, je ne reprends pas l'article qui va être prochainement publié, mais enfin, il y a un certain nombre d'indices qui sont très réels. On peut faire, par exemple, une analyse des signatures des différentes personnes, il y en a 3, dont on pense qu'ils sont ou qu'ils peuvent être le secrétaire de Nostradamus. On peut analyser de près leur latinisation, et je m'aperçois là que mes prédécesseurs ont un petit peu trafiqué les choses. Quand on va voir les textes, ce n'est pas ce qu'ils disent. Et on peut suivre donc l'évolution des signatures, faire des liens, c'est à mon avis une bonne chose, et ça donne un certain nombre d'indices intéressants. On peut aussi comparer les écritures. Il y a un certain nombre de manuscrits attribués soit à Chevigny, soit à Chavigny. Et donc j'ai déjà dit ce que j'en pensais, je le redis très clairement dans cet article, et preuve à l'appui, je montre que il n'y a pas des écritures, mais une écriture. La correspondance de Nostradamus, dont parlait M. Prévost, qu'a publié Dupep, est de la même écriture que les manuscrits plus tardifs publiés par Chavigny. J'étudie aussi les ratures de ces manuscrits, par exemple, et un conservateur de la Bibliothèque nationale, cette année, a bien voulu étudier ces ratures à la lampe de Wood, au rayon ultraviolet, et il y a un certain nombre de choses fort intéressantes qui en ressortent et qui ne feront pas plaisir à M. Dupep. Donc je note tout ça, je donne mon article s'intitule « Les pièces du dossier », l'énigme Chevigny-Chavigny, les pièces du dossier. Je donne les pièces et puis eh bien, chacun verra ce qu'il en pense. On peut aussi vérifier, je parlais du plan généalogique, l'arrière-plan familial. Le secrétaire de Nostradamus, il y a 2 lettres de lui dans cette correspondance, donne des détails sur sa famille, beaunoise. Je connais bien les familles de Beaune, et quand il dit que son frère s'appelle Gérard, qu'il est né à telle date, qu'il a un grand-père, qu'il a été nommé pour son grand-père, qui s'appelait également Gérard, c'est très intéressant, parce que Gérard, au XVIe siècle, à Beaune et en Bourgogne, c'est un prénom rare. Ça facilite donc les choses sur le plan généalogique. Il aurait dit Jean, petit-fils de Jean, ou Pierre, petit-fils de Pierre, on aurait été plus embêté parce que toutes les familles en ont. Des Gérard, il y en a très peu. Là aussi, tout va dans le même sens. Chaque indice va dans le même sens. On peut lire les documents qui existent aussi, tout simplement. Monsieur Dupep, par exemple, soutient que le secrétaire de Nostradamus sort d'une famille aristocratique de Bourgogne, puisqu'il s'appelait de quelque chose. Je vois qu'il ne connaît pas très bien la noblesse, mais enfin, c'est un préjugé commun. Quand on lit ces 2 lettres de près en professeur de littérature, ou même en homme de simple bon sens, on s'aperçoit que ce ne sont pas des lettres d'aristocrates. Le vocabulaire utilisé, les idées, l'état d'esprit, tout cela renvoie à quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'aristocratie, etc., etc. Donc, j'ai donc... oui. Est-ce que l'on peut formuler une question sur le mode de recherche? Oui. Votre recherche est celle
est une recherche périphérique autour de Nostradamus. Est-ce que cette recherche peut nous mener directement à Nostradamus et à la véracité de ses textes? Oui, Bon, c'était ma conclusion. c'est votre Voilà, conclusion. c'était ma conclusion, je vous en prie. Oui, parce que Chavigny a donc rassemblé des textes. Hein. J'en ai publié certains. Il a travaillé. Il avait la presque totalité des écrits de Nostradamus. Il les a transcrits. Ce sont des textes souvent qui n'existent plus. Les originaux n'existent plus. Donc, c'est déjà mieux que rien. Alors, on peut se poser, je pense que, puisqu'on aime parler d'imposture, et que, je crois que l'imposture, elle n'est pas sur le personnage lui-même, c'est pas dans ce sens-là que j'utiliserai le terme, et même je ne l'utiliserai pas du tout. Mais je pense que comprendre cet interprète, ce premier grand interprète, est important, parce que, comme tout le monde, il lit Nostradamus, dont il a les textes, qu'il copie, qu'il publie. Il les lit à travers des filtres, hein, comme nous faisons tous, même quand nous sommes conscients. Je crois que nous utilisons des filtres pour traiter la réalité. Et je dirais, et ce sera ma conclusion, que quand on lit Nostradamus à travers Chavigny, ou quand on recherche Nostradamus à travers Chavigny, et quelquefois c'est absolument nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autres traces de Nostradamus que ce qu'il veut bien nous donner, eh bien, il faut être conscient de ces filtres. Alors, brièvement, je ne vais pas insister dessus lourdement, oui, le premier filtre, il est tout simplement celui d'un poète. Hein, c'est un filtre esthétique, littéraire. Chavigny était, pour sa part, poète, latin et français. Il a publié pas mal de vers, dont un certain nombre sont fort bons. Quand il lit Nostradamus, il est irrité par le fait que Nostradamus ne respecte pas les règles de la poésie. Et donc, premier filtre, il corrige, et donc, ça fait des meilleurs vers, mais c'est déjà de l'interprétation. Deuxième filtre, c'est un filtre politique et théologique, parce que Chavigny est un catholique très proche, et même dans la Ligue, hein, quand on voit ses fréquentations, il est ligueur, et donc il tire Nostradamus du côté catholique. Il nie tout ce qui n'est pas catholique. On parlait de ses affinités protestantes, il les masque, ses origines juives, il les nie, et il tire Nostradamus toujours du côté politique et théologique. Et le dernier filtre, si je peux finir là. Oui, d'accord. Le dernier filtre, c'est le filtre affectif. C'est-à-dire que ça tient à la psychologie du disciple, et ça on en a des exemples dans tous les siècles. Le disciple a vite fait, une fois le maître disparu, de se l'approprier, tout en croyant peut-être le refléter, et je crois que là, il y a des choses très intéressantes à étudier. Cette mainmise sur l'œuvre du maître. Et donc, mon but prochain, c'est de publier une biographie de Chavigny, afin d'essayer de lui donner une épaisseur humaine, et que cette épaisseur humaine nous mène à comprendre comment il a lu Nostradamus, souvent dans le texte même, mais comment aussi il a pu manipuler le texte. Je pense qu'il y a des questions parmi la commission. Une Monsieur question, Patel. le micro. Simplement, peut-être en a-t-il produite avant. Il y a dans cette édition de 1594 une longue lettre poème préface qui est signée Spes eius unica in Sion. Savez-vous qui se cache derrière ce personnage? Pas encore, non. Bon. Et vous? Je pense que le eius désignait Nostradamus. Il y a de grandes chances, puisqu'il ne cite que 3 noms propres, on va dire, dans ce poème latin. Il se cite lui-même, comme le bifront, enfin le double tête. Il cite Dieu et il cite Nostradamus. Donc c'est l'un des 3. Bon, c'est une hypothèse intéressante. Une réflexion néophyte en la matière pour Nostradamus. J'ai l'impression que si on faisait le même travail, si on faisait la même approche d'un astrologue, on n'en ferait peut-être pas tout un foin. Le travail, les résultats que l'on a en certitude des travaux de Nostradamus, si maintenant on les superposait sur un travail d'astrologue, je ne sais lequel, on dirait, bon, il y a quand même très peu de résultats, beaucoup de flou. Alors déjà, c'est la première réflexion.
Deuxième réflexion, je me demande si on n'est pas émerveillé de ce personnage-là, dans le sens où ils ne sont pas si nombreux que ça, les astrologues au moins, à avoir quand même, pour des siècles, essayé de prévoir des choses. Alors, faute d'astrologue, on se penche sur quelqu'un qui était prophète, mystique, poète, un petit peu astrologue. Enfin, je me demande si, véritablement... et je me pose la question de savoir si la discussion que l'on a sur Nostradamus, on n'aurait pas la même sur Jésus-Christ, sur les véracités de ses écrits, sur sa datation, etc. etc. quoi. Où est le concret de Nostradamus si on doit attendre de plus d'avoir les matériaux soi-même d'une interprétation, c'est encore pire, quoi. Si un astrologue travaillait comme ça, je ne sais pas, quoi. Vous voyez. Donc, je me pose ces questions-là. Qu'en est-il de Nostradamus? Quel poids a-t-il dans ce cursus-là, quoi? Est-ce qu'on ne fabrique pas un phare parce qu'il aurait éventuellement essayé mais qui ne serait un archétype, une sorte d'archétype. Quelqu'un a une réponse à donner à M. Huquet qui n'hésite pas. Moi, je n'ai pas de réponse. Je trouve la question fort intéressante. Mmh. Tout à fait à poser, d'ailleurs. Pour répondre à cette question, je crois que quand j'ai commencé la recherche sur Nostradamus, en 91, j'étais très enthousiaste. Je me suis dit, je vais collecter tous les quatrains que mes prédécesseurs ont donnés du passé. Je me suis dit, je vais me consacrer à ceux qui restent, qui seront pour l'avenir. Malheureusement, il faut tout reprendre à zéro. Donc rien n'est encore fait. On commence à découvrir Nostradamus. J'ai l'impression d'une coque très imposante, et à l'intérieur, est-ce que ce n'est pas vide? Est-ce qu'on ne projette pas? Ah non. Écoutez, mon travail d'interprète prouve que déjà le texte a un sens et qu'on peut décrypter les quatrains mot par mot et qu'on donne à l'ensemble une logique et un sens global logique, tout en calquant une période historique très précise. Alors bien sûr, je dis toujours, c'est très troublant. Je ne vais pas affirmer à 100% que mes thèses sont franchement troublantes. Et on ne fait que commencer l'interprétation. Alors, c'est pour faire prendre la suite de M. Pratel, qui dit qu'on en est au stade quasiment zéro. Je dis non. Personnellement, j'ai pris un axe de recherche qui s'appelle le décodage, et je me suis axé uniquement sur ce que tout le monde laissait tomber, à savoir les dates inscrites dans les centuries et dans les épîtres de Nostradamus. Et en tirant ce petit fil d'Ariane, j'ai trouvé, si vous voulez, c'est une démarche inverse de Jean-Charles Pichon, j'ai trouvé une grille temporelle. C'est-à-dire, je n'ai pas essayé d'imposer une grille temporelle des mythes du zodiaque, cycle processionnel, mais j'ai trouvé une autre grille qui était connue d'ailleurs par Roussat, que M. Prévost a cité, qui est la grille que j'ai baptisée, hélas, c'est pas le terme de l'époque, prince du temps, mais qui est une grille temporelle de 36 ans multiplié par 7 égale 252 ans. C'est donc un cycle de 252 ans que Nostradamus a utilisé. Il a utilisé bien d'autres choses, mais ce sera pour plus tard à dévoiler. Donc ce que je veux dire, la démarche de recherche de Nostradamus, aussi bien par M. Chevignard par l'extérieur, et ce sera peut-être la conclusion que nous aurons à tirer, par M. Prévost d'une certaine manière, par d'autres comme M. Pratel, etc., avance. C'est pour simplement dire qu'elle n'est pas à zéro. Voilà, j'ai terminé. En 91, elle était. Voilà, parfait. Bien. Monsieur, nous pouvons y aller au point de vue image? Parfait. Donc, mesdames, messieurs, les travaux sur le phénomène Nostradamus supposent calme et réflexion, et nous qui sommes dans nos lointaines provinces avons un peu de chance pour cela. Et l'un des mérites de réunions comme celle-ci est de permettre une mise en commun des travaux qui sont réalisés en ordre dispersé, d'en confronter l'intérêt
et de procurer aux participants une impulsion nouvelle pour les poursuivre. Je suis donc particulièrement reconnaissant à Monsieur le Commissaire général de m'y avoir convié. Depuis près de 25 ans, je travaille sur l'histoire de l'édition à Lyon au XVIe siècle. L'un des centres où l'imprimerie fut la plus prolifique à cette époque. Et vous savez que Nostradamus fit souvent appel aux libraires lyonnais. À ce titre, et aussi en tant que responsable de la revue française d'histoire du livre, j'ai été récemment chargé de présenter un nouveau facsimilé des prophéties de 1557 que vient d'éditer la Bibliothèque nationale de Budapest. En préambule, j'ai exprimé, bien entendu, ma gratitude à Jacques Heilbronn, avec qui nous nous étions entretenus, mais, je cite, « pour la sincérité de nos échanges », ce qui signifie, et j'en suis navré, malgré mes efforts sincères, que je suis encore que partiellement convaincu par ces thèses, bien connues de tous. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, jusqu'à la toute première avant. Voilà, merci. Étant nombreux à vouloir nous exprimer, je ne vous entretiendrai que de quelques points le plus succinctement possible. Vous avez deviné, vu la nature de mes recherches, que je ne me suis pas mis pour l'instant en quête de savoir si, comme le prétendait en 1558 Hercule Lefrançois dans sa première invective, si les écrits Nostradamus sont, je cite, fables et sornettes, ou pas, et pourquoi. Il est déjà assez complexe et passionnant de se pencher sur l'étude de ces éditions parues au XVIe siècle. Suivant. Sans mes recherches sur Lyon, je n'aurais sans doute pas eu connaissance du document ci-après conservé aux archives départementales de Rouen. Il est cité dans un article paru en 1939 dans Gutenberg Jahrbuch qui porte sur l'activité à Lyon de l'imprimeur Robert Grandjean. Suivant. Parmi les pièces justificatives figure un acte de février 1558, en fait 1559 selon notre calendrier. Dans cet acte, le représentant à Rouen d'un libraire lyonnais, il est déjà assez complexe et passionnant de se pencher sur l'étude de ces éditions parues au XVIe siècle. Suivant. Sans mes recherches sur Lyon, je n'aurais sans doute pas eu connaissance du document ci-après conservé aux archives départementales de Rouen. Il est cité dans un article paru en 1939 dans Gutenberg Jahrbuch qui porte sur l'activité à Lyon de l'imprimeur Robert Grandjean. Suivant. Parmi les pièces justificatives figure un acte de février 1558, en fait 1559 selon notre calendrier. Dans cet acte, le représentant à Rouen d'un libraire lyonnais associé de Robert Grandjean certifie avoir reçu en décembre 1557 un certain nombre de livres donc venus de Lyon pour qu'il les vende à Rouen dans le magasin dont il avait la charge. Parmi d'autres livres de Nostradamus, on y trouve, aux surprises, des prophéties. Décembre 1557. Aussitôt l'on se dit, ne serait-ce pas la première des deux éditions d'Antoine du Rhône, celle achevée le 3 novembre 1556, interprétation Gérard Maurice, pour être mise en vente lors de la foire de Lyon de janvier 1557. Pour tenter d'y répondre, analysons la liste des livres reçus de Lyon. Suivant. Il nous est tous arrivé de regretter par après qu'un acte nous concernant s'avère flou. C'est le cas ici. 2 points sont flous. Le premier point, d'après le contexte, il semble qu'il y ait eu en réalité 2 livraisons de livres. L'une en décembre 57, l'autre un peu plus tard. Dans l'incertitude dans le tableau que voici,
J'ai cumulé le nombre de livres, mais c'est un peu secondaire. Pour gagner du temps, je citerai verbalement surtout la première livraison que vous avez sous les yeux. Dans le tableau, 4 colonnes. Le titre du livre, l'auteur, le nombre de livres qui ont été reçus ou envoyés à Rouen, le prix de chacun en sol et en deniers. Vous vous souvenez tous qu'un sol vaut 12 deniers. L'employé de Rouen reconnaît donc avoir reçu 12 dialogues de la vie et de la mort de Ringhieri. Donc il y en a 24 là parce qu'il y a la livraison d'après, d'accord? Donc 12 dialogues de la vie et de la mort à 5 sols pièces valant 60 sols. 25 civilités puériles d'Erasme. 25 contes du monde amoureux. Suivons jusqu'au prix à l'unité. 20 nouvelles récréations. 20 narrations fabuleuses. Tous ces livres étaient parus à Lyon. Le deuxième, Les civilités puériles, chez Thibaut Payen, un livre que j'ai retrouvé, seul exemplaire connu, de 1557. Les autres par Robert Granjon, l'imprimeur qui a envoyé le paquet à Rouen. Rappelons-nous que les livres de Robert Granjon étaient imprimés en caractères de civilité, ces caractères qui imitaient l'écriture manuscrite. Mais continuons. 300 almanachs de Nostradamus de l'année 1558 à 44 sols le 100, plus 200 autres un peu plus bas, en feuilles, c'est-à-dire non reliés ni brochés, ce qui fait 500. 200 présages du dit Nostradamus pour 1558, 500 pronostications et 25 prophéties valant 4 sols 7 deniers. 2 remarques. L'engouement pour les prophéties était très modéré comparé à celui pour les almanachs. Rappelons-nous que dans une lettre donc citée par M. Dupet de Jean Brotteau à Nostradamus, que l'almanach de 1558 a été imprimé par Antoine Duron. Donc 500 ont été envoyés à Lyon, à Rouen. 200 présages, 500 pronostications et 26 prophéties seulement. Non, précédent s'il vous plaît. Les pronostications pour 1558 avaient 24 pages, justifiant leur prix de 2 deniers seulement. On verra l'importance. Mais alors, de quelle édition des prophéties s'agit-il? Pas de chance. La seconde imperfection de l'acte concerne justement cette question. Le texte dit, on l'a en bas, 25 prophéties valant 4 sols 7 deniers. D'accord. Mais est-ce que c'est le prix de 25, ce qui reviendrait à un prix de 2 deniers par livre, soit 24 pages à peu près, ou le prix d'une seule prophétie, ce qui correspondrait en gros à un livre d'après les autres prix, de 160 pages, c'est-à-dire la longueur des éditions d'Antoine Duron de 57. Moi, j'opte pour la seconde solution, à chacun de choisir. On pourrait aussi penser qu'il s'agirait de l'imitation des prophéties de Nostradamus faites par Couillard, peut-être. Mais Couillard est paru à Paris, et on se demande un peu pourquoi un libraire de Lyon enverrait des livres de Paris en direction de Rouen. Mais, question ouverte. Autre question, suivante s'il vous plaît. Laurent Vidal, médecin d'Avignon, dans son pamphlet « Déclaration des abus, ignorance et sédition de Michel Nostradamus », paru en 1558 à Avignon, chez Pierre Roux, vitupère, mot pour mot, contre la lettre de Nostradamus à son fils César, que l'on retrouve dans les premières éditions des prophéties. Question. Pour vitupérer ainsi, de quelle édition a-t-il sous les yeux? Parle-t-il des éditions 1557? En tout cas, ça ne peut pas être la deuxième édition,
celle qui s'est terminée en septembre 57, car d'après la date de l'épître au lecteur de Videl, il était en train de terminer le travail. Donc de quelle édition s'agit-il? La première édition des prophéties parue en 57 chez Antoine Duron, celle achevée en septembre 56, est connue par l'exemplaire de Budapest, entre autres, enfin non, de Budapest, comporte dans l'épître à César l'une des coquilles les plus graves que l'on peut trouver dans l'œuvre de Nostradamus. Il y a marqué. Donc, en bas, hein, épître à César. Nous inspirant par bacchantes fureur, c'est-à-dire en un mot, que l'inspiration venait à Nostradamus quand il était saoul. Toutes les autres éditions portent bien sûr ni par bacchantes. Je suis au bout de la casserole. Ah, d'accord. Videl reprend justement l'expression sous la forme forgée en sa furie bacchanale. Ça y est, l'édition conservée à Budapest existait bien à cette époque. Videl l'avait sous les yeux en 1557, peut-être. Mais il y a peut-être une autre solution. Rappelons-nous que Videl était médecin à Avignon. Suivante. Les éditions des prophéties parues à Amsterdam en 1667 et 68 sont manifestement copiées, vu les variantes, des premières éditions des années 50. D'ailleurs, elles font mention dans leur titre qu'elles reprennent une édition dont on n'a plus d'exemplaires d'Avignon 1556 chez Pierre Roux, le libraire d'Avignon qui a publié justement le livre de Videl. Ne peut-on pas plutôt penser que Videl, médecin à Avignon, a précisément utilisé cette édition d'Avignon, laquelle Duron aurait repris à Lyon, recopiant la même coquille. Suivante. Ceci correspondrait d'ailleurs à la succession des variantes que l'on retrouve dans les différentes éditions, on ne peut pas rentrer dans les détails ici, et aboutirait à une chronologie que, pris par le temps, je ne puis que vous laisser le loisir d'enregistrer visuellement. Il y aurait tant à dire, notamment sur les contrefaçons, mais je voudrais la même simplement... coquille. Suivante. Ceci correspondrait d'ailleurs à la succession des variantes que l'on retrouve dans les différentes éditions, on ne peut pas rentrer dans les détails ici, et aboutirait à une chronologie que, pris par le temps, je ne puis que vous laisser le loisir d'enregistrer visuellement. Il y aurait tant à dire, notamment sur les contrefaçons, mais je voudrais simplement poser une question à ce sujet, mais il convient de laisser la parole. Comme quoi, rien n'est encore assuré dans l'étude du phénomène Nostradamus. En descendant du train ce matin, je me suis précipité dans une librairie spécialisée où j'ai demandé s'il y avait une nouveauté d'astronomie. On m'a répondu, mais monsieur Nostradamus, c'est fini. Eh bien non, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'immenses possibilités de recherche et on ne peut pas nier qui a quoi s'y enthousiasmer. Suivante. Par contre, j'aimerais peut-être à propos des contrefaçons, parce que le temps passe, poser une question. Il n'y a pas de véritable variante dans le texte. Dès lors, d'où vient la première mouture? De qui? Les éventuels contrefacteurs se seraient ainsi entendus pour publier toujours le même texte? Curieux, non? Merci de m'apporter la réponse. Merci. 1500 théoriquement, 1555 la première. Ensuite, il y a eu sans doute Sixte Denise à Lyon en 1566, mais ça fait 56, oui. Mais après 25 ans de recherche sur les livres de Lyon au XVIe siècle, personne n'a jamais vu de livre de Sixte Denise, mais il y en avait un Denise à Paris à la même époque. Et peut-être que c'est possible, car il y a eu pas mal de libraires à Lyon qui ont publié un seul livre, donc pourquoi pas. Bon. Ensuite, il y a eu Pierre Roux, dont on a parlé à Avignon, puis on arrive en 1557 avec
2 éditions, et c'est là que je précise un peu. La première qui se termine en novembre, sans indiquer d'année, et la date du livre est de 1557, que ce soit à Medina del Campo, que ce soit à Francfort, que ce soit à Lyon, l'importance des foires était primordiale. On imprimait pour les foires. D'où ce qui me fait dire que le novembre doit être novembre 1556 pour paraître pour la foire de l'Épiphanie 57 de Lyon. Puis ensuite, avec 2 centuries de plus, au mois de septembre suivant, 1557. Bien. Donc voilà les premières. Maintenant, j'ai un énorme problème en ce qui concerne l'édition de... Là, pas trop à dire. Le pire, c'est l'édition d'Utrecht de 1555, de 1557, qu'il faut... Oui, qui est conservée à la bibliothèque universitaire d'Utrecht, qui est très, très, très curieux. On a recomposé entièrement des pages à des endroits que, vous savez comment se passe un livre, la page, enfin la feuille est étendue et puis on le plie en nombre de pages. Ça ne correspond pas non plus. Moi, j'en suis à me dire que, comme tout à l'heure, il y avait 200 almanachs qui étaient en feuilles, c'est-à-dire non reliés. Donc, ils s'en perdaient tout le temps. Je vois, parce que j'ai beaucoup étudié les relations entre Lyon et l'Espagne, tout le temps, ils réclamaient des compléments de livres, parce que